Bonjour à tous, Gégé Briand, je suis interne en réanimation. Moi, je vais vous parler des effets hémodynamiques de la nimodipine. On a eu deux cas particulièrement là récemment, un en août et un plus récemment en octobre, où on s'est posé la question de la nimodipine. Vous allez voir des effets hémodynamiques assez importants. Donc, le premier cas clinique, c'était un patient de 17 ans qui n'avait pas d'incident. Il avait un contexte de céphalée depuis un mois, qui brutalement, sur le travail, a présenté des céphalées, malaise, perte de connaissance avec un épisode de crise tonico-clonique. Il est retrouvé Glasgow 3 par l'arrivée du SAMU. Il est stable sur le plan hémodynamique, il est intubé en séquence rapide. À l'imagerie, c'était une imagerie sous-thoracique avec un anévrisme communicante postérieur qui vérifie une embolisation. Et la problématique qui nous a posée, c'est en fait à l'introduction de nimodipine, qui est là en prévention de son ischémie cérébrale retardée, c'est une vasoplégie qui s'installe progressivement. Donc là, je vous ai mis la courbe avec la pancarte qu'on avait, avec la courbe en plus en haut, c'était la noradrénaline, on voit les besoins qui augmentent, et la norepinéphrine aussi qui est nécessaire pour maintenir une hémodynamique satisfaisante. On voit qu'il y a besoin aussi de plusieurs remplissages. Avec un peu de chance, on avait un monitorage par PICO qui nous a permis de voir aussi un diagnostic de choc vasoplégique avec des résistances qui étaient effondrées. Initialement, on s'est posé la question aussi du choc septique chez un patient qui était très très vasoplégique, avec des recherches bactériologiques qui étaient négatives, une antibiothérapie qui a été débutée mais vite arrêtée. Puis finalement, au bout d'un moment, on s'est posé la question, est-ce que ce ne serait pas la nimodipine qui est en cause? Donc à ce moment-là, avec un peu de recherche dans la littérature, on a vu qu'avec un traitement par hydroxycobalamine, on va le voir plus tard après le mécanisme, on a pu restaurer en fait des résistances vasculaires. Et c'est ce qui s'est passé chez ce patient. Voilà, là c'est les données du PICO, qui sont sur une durée qui était plus courte. Et on voit les résistances qui sont effondrées avec l'hydroxycobalamine, des résistances vasculaires indexées ici qui remontent à une valeur plus haute. Un débit cardiaque indexé qui était à 7 litres avant l'hydroxycobalamine et qui redescend après qu'on ait restauré les résistances vasculaires. Donc, juste pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi on utilise de la nimodipine dans l'HSA? En fait, on sait qu'un des facteurs de mortalité majeur dans le HSA, c'est l'ischémie cérébrale retardée, et ça a été, qui est de multifactoriel, qui peut être lié à la neuroinflammation, de l'activité électrique cérébrale trop importante, la vasoconstriction avec le vasosmas, et aussi les dysfonctions endothéliales et plaquettaires. Et donc en fait, la prévention de cette ischémie cérébrale retardée, elle repose sur l'administration de nimodipine. En France, c'est 60 mg toutes les 4 heures. Une lutte contre l'exaxose, l'identification précoce de cette ischémie pour trouver, si possible, un traitement, et le maintien d'un débit cérébral optimal. Donc la nimodipine, je vous ai dit, on utilise du coup dans cette indication-là. C'est un inhibiteur calcique de la famille des L-dihydropyridine qui bloque l'entrée de calcium intracellulaire. Et du coup, au niveau des muscles lisses périvasculaires, qui permet une vasodilatation. La posologie, je vous l'ai dit, c'est 60 mg toutes les 4 heures. C'est un délai d'action péros qui est entre 40 et 60 minutes et une demi-vie qui est autour de 1h30. C'est une dosibilité autour de 5-10%. Et on reverra, ça a son utilité, un métabolisme par le site 3 à 4 au niveau hépatique, et ensuite une élimination mixte biliaire et urinaire des métabolites. Elle est liposoluble par rapport aux autres inhibiteurs calciques d'hydropyridine, donc ce qui fait qu'elle a des effets cérébraux à des doses moins fortes que les effets systémiques. Et c'est pour ça qu'elle est utilisée notamment dans la prévention de l'ischémie cérébrale retardée. Là, c'est des études animales, je vous ai mis un peu l'ordre de grandeur chez le chien, avec des préventions de l'ischémie à des doses de l'ordre de 1 microgramme kg/minute, alors que la vasodilatation périphérique, la dose elle est plutôt de l'ordre de 3 microgrammes kg/minute, donc des doses qui sont 3 fois plus importantes. Là, c'est pour vous remettre un peu le mécanisme d'action de la nimodipine. Donc là, je vous ai mis une cellule musculaire lisse qui va en fait se contracter en présence d'une kinase, qui est ici. Et cette kinase, en fait, elle a besoin d'être activée par un complexe par la camyodyline qui a besoin de calcium pour être activée. Donc cette kinase va phosphoriser la myosine, qui va permettre le pont d'actine-myosine et la contraction musculaire. À l'inverse, c'est une phosphatase qui va permettre de la déphosphorylation et la relaxation musculaire. Ça se fait plutôt sous une influence de GMP cyclique avec du NO, qui va activer la glutamate cyclase. Et donc nous, avec notre inhibiteur calcique, on va venir bloquer l'influx de calcium intracellulaire et donc empêcher cette contraction. Alors, on s'est posé la question, est-ce que cette vasoplégie a été décrite dans la littérature?
On n'a pas trouvé grand-chose à part des cas cliniques. Là, c'est un cas clinique, des cas cliniques qui nous ont inspirés du coup pour traiter notre vasoplégie chez notre jeune homme de 17 ans. Là, c'était un patient de 84 ans qui avait une HSA, peu d'antécédents, une énonclasie de prostate, de l'HTA, dyslipidémie, une HSA grade 3 sur 4, et en fait, il y avait même chose après l'introduction de l'imodipine, des besoins vasopresseurs qui augmentent d'un coup. Et donc, les auteurs ils sont aussi posé la question. C'est des choses qu'on reverra qui sont décrites dans d'autres domaines, notamment en chirurgie cardiaque. Et avec l'introduction d'hydroxycobalamine, on arrive à restaurer en fait, les résistances vasculaires. Là, c'est le deuxième cas, le cas qu'on a retrouvé dans la littérature. Même chose, une patiente de 79 ans avec une HSA, grade 3, peu d'antécédents, une hypertension artérielle, un élevé de la colonne postérieure, qui avait une hypotension également réfractaire sous vasopresseur. Elle a eu un traitement initialement par bleméthylène, puis par hydroxycobalamine. En fait, c'est également l'hydroxycobalamine qui a permis de restaurer en fait, les résistances vasculaires, qui permet de sevrer les catécholamines. Donc les physiopathologies de la vasoplégie, elles ne sont pas très claires. On pense qu'il y a une sorte d'hypersensibilité qui fait que la nicotinine pourrait avoir une interaction avec le métaboliste du NO. Donc c'est pour ça qu'en fait, on traite par le bleméthylène qui inhibe la NO-synthétase, qui inhiberait du coup l'action vasodilatrice du GMP cyclique. Même chose, on sait que ça avait la même site d'action pour l'hydroxycobalamine. C'est un phénomène qui est décrit plus fréquemment au périopératoire de chirurgie cardiaque, qui en fait, notamment la chirurgie cardiaque avec bypass du bloc cardio-pulmonaire, avec des états vasoplégiques en post-opératoire. Et en fait, on n'a pas vraiment d'explication sur l'absence de réponse aux catécholamines. C'est des phénomènes qui sont peu expliqués. Voilà, comme je vous l'ai dit, les mécanismes d'action, c'est 1, l'inhibition de la de l'hydroxyméthylène, c'est 1, l'inhibition de la NO-synthétase, 2, de la guanidate cyclase. On pense que en fait, la nimodipine, elle agit en fait, à ce niveau-là, en fait, elle va interagir avec le métabolisme du vélo en fait, en faisant baisser le calcium dans la cellule endothéliale. On pense que ça peut avoir un effet activateur de la NO-synthétase et une augmentation du NO. Un qui va activer la guanidate cyclase et qui va augmenter le GMP cyclique intracellulaire et qui va permettre en fait la déphosphorylation de la myosine et du coup la relaxation musculaire. Il faut savoir qu'il y a quelques effets secondaires quand même au bleméthylène ou à l'hydroxycobalamine. Le bleméthylène, ça peut avoir un syndrome de sérotoninergique, surtout dans les patients qui ont déjà des traitements par inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et des hémolyses chez les patients en déficience du 6PD, par augmentation du stress oxydatif. Et aussi, il y a moins d'effets secondaires, une chromaturie, une hypertension et des séquelles. Une hypertension dans laquelle la vasoplégie qu'on recherche, la synthèse est négative. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'était quelque chose qui était décrit dans les études Princeps initiales, qui étudiaient l'effet de la nimodipine, le bénéfice de la nimodipine dans le vasospasme post-HSA. C'est des études qui ont été faites dans les années 80-90, donc là je vous en ai mis une, qui a été faite en Angleterre, de 550 patients, avec 2 groupes placebo contre nimodipine, 21 jours, et en fait on voit avec un bénéfice clair, une réduction du risque de 34%, là ici dans cette étude, l'ischémie cérébrale retardée à 3 mois. Et en fait quand on regarde les effets hémodynamiques dans ces études, déjà c'est des phénomènes qui sont peu étudiés, et là dans cette étude précisément, vous voyez une baisse entre les 2 groupes de la pression artérielle seulement de 7,1 mm de mercure, qui s'est considérée comme non significative. Et il n'y avait pas vraiment de réelles données concernant des hypotensions sévères. Donc, je me suis posé la question si, en regroupant dans les méta-analyses, est-ce qu'on pourrait voir quelque chose, un signal en faveur de ces hypotensions. Également pas grand-chose. Là, je vous ai mis 2 méta-analyses, une de 96 et une de 2008 de la Cochrane. En fait, même chose, on voit qu'il n'y a pas d'effet significatif sur le plan artériel. Et quand on groupe 3300 patients, et ben, même chose, il n'y a pas d'effet sur l'hypotension. Mais en fait, on se rend compte surtout que c'est des phénomènes, quand on regarde les études individuellement, qui sont peu étudiés et mal définis. Et là, je vais en venir du coup à une deuxième cas clinique, c'était un peu différent. C'était une dame de 75 ans qui est admise pour une HSA grade 5 sur 4, compliquée d'un état mal épileptique initialement, qui a, pour simple antécédent de l'hypertension et de l'hypothyroïdie, qui a à l'artériographie un anévrisme rompu de la communique antérieure qui s'est sécurisé par protocole et une prise en charge activité par pic DVE. Donc là, c'est juste pour remettre un peu d'imagerie de l'HSA avec une hypertensité spontanée dans les citernes. Et elle, ce qui nous a posé comme problème, c'est pas une vasoplégie réfractaire, mais en fait, c'est plus des hypotensions répétées aux prises de nimodipine. Donc là, je vous ai mis en noir, c'est les différentes prises toutes les 4 heures.
avec en rouge sa pression artérielle, et on voit tout de suite une chute de la pression artérielle et des besoins en vasopresseurs qui augmentent, qui varient en fait en fonction de la pression artérielle. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment une vasoplégie, on arrivait à contrôler sa pression artérielle en augmentant les doses de vasopresseurs. Je me suis posé la question, est-ce que c'était quelque chose qui était décrit? Là, je vais trouver une étude de 2023 sur rétrospective qui regardait de manière plus précisément avec un critère de l'hypotension qui était une baisse de la pression artérielle systolique de 10% de la valeur de base, c'est une analyse sur base de données. C'était aux États-Unis et du coup il y avait de la nivotine qui était à la fois IV et à la fois Péros. Dans cette étude, ils avaient inclus 49 patients dans le groupe nimodipine. Il faut savoir qu'ils ont étudié chaque prise de nimodipine, donc ça fait en total 600 prises. Et dans les patients IV, ils avaient inclus 271 patients et regardaient les variations de la pression artérielle systolique après l'introduction de la nimodipine et à chaque variation. Donc on peut voir que c'est des patients classiques, de patients présentant une HSA, avec notamment des femmes et avec un âge entre 50 et 70 ans, avec tous les grades représentés dans cette étude. Eux, ils avaient tendance plutôt à mettre IV chez les patients les plus graves et Péros chez les patients les moins graves. Nous, on met de nimodipine Péros pour tous les patients, mais ça ne change pas forcément grand-chose. Dans ces patients, il y avait 260, comme je vous l'ai dit, patients dans le groupe nimodipine IV, et ils s'étaient rendu compte qu'avec un critère de baisse de la pression artérielle de 10%, on avait 30% quand même dans ce groupe-là qui présentaient une baisse de la pression artérielle significative avec un pic à 15 minutes après l'administration de nimodipine. Donc c'est quand même beaucoup plus fréquent que dans les études Princeps, on l'a vu. Et dans le groupe Péros, sur les 501 prises analysées, il y avait dans 9% des cas une baisse significative de la pression artérielle dans les 45 minutes après l'administration de nimodipine. Dans cette étude, ils avaient un peu étudié quels pouvaient être les facteurs de risque. Là, je vous ai mis qui pouvaient expliquer une baisse de la pression artérielle. Je l'ai mis dans le groupe IV, mais dans le groupe Péros, les résultats étaient semblables, qui étaient quasiment superposables. En fait, il n'y avait aucun facteur de risque qui était significatif, sauf une hypertension à la prise en charge initiale ou dans les antécédents. Et on voit avec un effet qui est quand même relativement faible. Donc, dans cette étude, elle est plutôt en contradiction avec les études initiales. On se rend compte que la baisse de pression artérielle avec l'immunine, c'est une situation qui était plutôt fréquente et qui était souvent dans ce genre d'études qui permettait quand même qui était contrôlée soit avec une augmentation des vasopresseurs, soit avec des adaptations de doses de nimodipine. Ils n'avaient pas pu étudier dans cette étude les interactions avec le CYP3 à 4, c'est-à-dire si les médicaments pouvaient augmenter la biodisponibilité, enfin les concentrations plasmatiques en inhibant le CYP3 à 4. Voilà. Donc on l'a vu, en fait, ces études elles expliquent surtout cette baisse de la pression plus importante dans ces groupes par une recherche qui est plus rigoureuse de l'hypotension artérielle. Là, c'est pour vous mettre un peu les choses un peu plus flagrantes. C'est-à-dire que là, dans cette graphique de la même étude, en fait, dans le groupe Péros, ils avaient étudié en fonction du temps la variation de la pression artérielle, avec en pointillé la prise de nimodipine. On voit qu'en fait, quand on mélange tous les patients ensemble, on a un effacement. En fait, on ne voit pas les hypotensions qui surviennent après la prise de nimodipine. Classification. Par contre, si on sépare les patients qui ont une pression artérielle qui baisse de 10% versus les patients qui n'ont pas de baisse de pression artérielle significative, on voit quand même chez les patients qui ont une baisse de la pression artérielle une grosse chute de pression, de la pression après l'introduction de nimodipine qui survient dans les 40-50 minutes, qui correspond au délai d'action par la voie Péros. Ça, c'est la même chose dans le groupe IV. On voit quand même, même en tous les patients, on a quand même une chute qui est significative, et encore plus quand on sépare les deux groupes, comme précédemment. Donc, comment on peut expliquer ça? Là, je trouvais une étude de 2024 qui étudiait la pharmacogénomique chez ces patients. Et c'est une étude rétrospective aussi de patients qui avaient eu une HSA et qui étaient traités par une nimodipine. Et ils étudiaient, ils essayaient de voir quels étaient un peu les outcomes en fonction des différents métabolismes de la nimodipine qui étaient retrouvés. Donc, ils ont étudié chez les patients, ils ont classé en 4 catégories. Soit les médiateurs rapides qui avaient un CYP3 à 4 qui était fonctionnel sur 2 allèles et un CYP3 à 5 fonctionnel également sur les 2 allèles, soit intermédiaires avec seulement un CYP3 à 5 fonctionnel sur une allèle sur 2. Les phénotypes moyens qui étaient plutôt avec seulement un CYP3 à 4 fonctionnel, et les métabolites lents en fait qui étaient avec seulement un CYP3 à 4 qui fonctionnait de manière partielle. Ils s'étaient rendu compte que chez les métaboliseurs lents, il y avait quand même plus de médication de posologie et plus de besoins avec le recours avec des vasopresseurs.
une association du coup qui était moins bonne, enfin une association avec un pronostic qui était moins bon, avec une récupération qui était moins bonne chez ces patients-là. Je vais expliquer de deux manières. Soit parce qu'ils n'ont pas eu toutes les doses de nimodipine qu'ils devraient avoir, soit aussi avec des hypotensions entraînées avec les doses récurrentes de nimodipine. Il faut savoir que là, c'était chez l'étude génomique, il faut savoir qu'il y a aussi des médicaments qui peuvent entraîner des altérations du métabolisme du cycle 3 à 4. Dans les médicaments qu'on peut utiliser en réanimation, il y a notamment les macrolides, les azolés, qu'on traite comme les antifongiques, et certains inhibiteurs antirétroviraux de protéase, comme le ritonavir. On peut parfois donner en réanimation. Donc voilà, c'est des pistes pour l'instant qu'on a d'explication des variations de concentration plasmatique chez les différents patients. Donc pour conclure, là je vous ai présenté un peu deux cas de variation des effets hémodynamiques de la nimodipine. On avait vraiment une vasoplégie franche, avec un picot qui allait dans ce sens-là, et un mécanisme qui n'est pas totalement élucidé, mais en tout cas un effet de l'hydroxycobalamin pour restaurer des pressions artérielles, probablement avec un mécanisme du NO. On a vu aussi également que finalement, l'hypotension sous nimodipine, quand on la recherche de manière stricte et rigoureuse, elle est relativement fréquente. Probablement parce qu'elle était mal recherchée dans les études initiales. Et quand on la recherche vraiment de manière très précise, on peut la retrouver fréquemment. Mais on s'en sort relativement facilement, soit en adaptant les doses, soit avec des petites doses de vasopresseurs. Donc c'est des hypotensions qui sont finalement rarement réfractaires aux vasopresseurs. Donc voilà. Je vous remercie.